Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Le cancer est l'une des principales causes de décès chez les enfants et les adolescents. Selon les estimations de l'OMS, un cancer est diagnostiqué chez 400 000 enfants et adolescents de 0 à 19 ans chaque année. Les formes les plus fréquentes sont la leucémie, les cancers du cerveau, les lymphomes et les tumeurs solides. Lorsqu'un cancer est diagnostiqué chez un enfant, la probabilité de survivre varie selon le pays. 80% dans les pays à revenus élevés et 30% pour les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Le cancer de l'enfant n'est ni généralement évitable ni dépistable. Dans les pays à revenus faibles comme le Burkina Faso, les décès évitables dus au cancer de l'enfant résultent d'une absence de diagnostic, d'un diagnostic erroné ou tardif, de difficultés d'accès aux soins, de l'abandon du traitement, de la toxicité des traitements et de taux de rechute élevés. Quelle est la situation du cancer pédiatrique au Burkina Faso? Quels sont les défis de sa prise en charge? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, je reçois pour vous sur ce plateau Docteur Marie-Emmanuelle Zouré, médecin de santé publique. Elle est la directrice de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles. Docteur Sonia Douamba Kaboré. Docteur Kaboré est maître de conférences agrégé à l'université de Ouagadougou et également chef de l'unité d'oncologie. Docteur Suleiman Ouattara, médecin anatomopathologiste. Il est au CHU de Tenganugo. Bonsoir monsieur, bonsoir mesdames et bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous suivre. Vos préoccupations sont attendues au 3073. Docteur Zouré, hier 15 février a été célébrée la journée mondiale de lutte contre le cancer chez l'enfant. Que représente cette journée pour le Burkina Faso? Ok. Merci Madame Dao de nous donner l'opportunité de nous exprimer aujourd'hui sur une question d'actualité qu'est le cancer de l'enfant. Disons que la journée du 15 février a été dédiée au niveau international à dédiée journée internationale pour le cancer de l'enfant. C'est une occasion qui a été désignée donc au niveau international pour faire un focus sur la problématique du cancer pédiatrique. Et c'est aussi une occasion justement pour informer le public, informer qu'il y a le cancer chez l'enfant, informer, disons, alerter aussi les décideurs et tous les leaders d'opinion sur cette question et d'intérêt qu'est le cancer pédiatrique, et également marquer un soutien aux personnes qui sont affectées par cette pathologie. Donc c'est ça tout l'intérêt de cette journée, et le Burkina est dans cette dynamique, elle adhère donc à cette dynamique internationale qui porte donc sur la question du cancer de l'enfant. Docteur Kaboré, quels sont les cancers pédiatriques? Les cancers pédiatriques se répartissent sous deux formes. On a les cancers du sang, les leucémies et les lymphomes qui spécifiquement atteignent les ganglions. Et on a les tumeurs solides, tels que les cancers du rein et le cancer de l'œil. C'est la répartition schématique que l'on peut retrouver dans les cancers pédiatriques. Merci. Docteur Ouattara, rappelez-nous qu'est-ce qu'un cancer et quels sont les types de cancers qu'on retrouve chez l'enfant. Merci bien pour cette invitation adressée à la Société burkinabé de pathologie que je représente. Donc, pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'un cancer? Un cancer, c'est une maladie qui est due à un développement, à une transformation des cellules qui deviennent anormales, qui vont se multiplier de façon excessive
et de façon indéfinie, donc incontrôlable par l'organisme. Et ces cellules vont finir par former donc une masse qu'on appelle couramment dans notre jargon tumeur maligne, que vous appelez cancer. Et à force donc de se multiplier, elles prendront donc forme et certaines vont se détacher et certainement se migrer à travers l'organisme pour atteindre d'autres sites qu'on va appeler métastases. Et donc pour donc assurer ce transport, c'est par voie sanguine, par voie lymphatique essentiellement et dans une moindre mesure par voie séreuse, donc par des contaminations donc par contiguïté. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire du cancer. Merci. Docteur Zouré, est-ce qu'un bébé peut avoir un cancer? Y a-t-il un âge réel pour développer un cancer? Il n'y a pas d'âge pour développer le cancer. Dès que la vie apparaît, le cancer peut apparaître. C'est pour dire que même in utero, dès lors qu'il y a eu la fécondation, le croisement entre le spermatozoïde et l'ovule, et que les cellules commencent à se multiplier, le cancer peut survenir. Puisque c'est lié, la survenue du cancer est liée à la multiplication des cellules et à la perte de contrôle de cette multiplication. Donc même in utero, le cancer peut survenir. Et je peux dire même que le placenta peut faire l'objet d'un cancer. L'embryon, le fœtus peut faire l'objet d'un cancer. Donc un enfant à la naissance, il peut naître avec son cancer, ou même il peut ne même pas naître, justement parce que le cancer sera survenu tellement tôt qu'il n'aura pas été viable. Donc il y aura un avortement ou une fausse couche parce que le cancer est survenu précocement. Et donc ça, je dirais donc que dès la conception et jusqu'à n'importe quel âge de la vie, donc l'enfant, l'adulte, le vieillard, tout le monde peut faire un cancer. Maintenant, selon l'âge, selon le sexe, selon l'organe qui est atteint, c'est ça qui va faire la différence entre les cancers. Docteur Kabore, comment savoir qu'un bébé a le cancer? Bon, le cancer est suspecté devant un certain nombre de signes chez un enfant. Nous avons dans notre contexte les infections à répétition. Vous avez un enfant qui va faire des épisodes infectieux à répétition et ces épisodes sont généralement bien traités, mais on a la répétition des épisodes. Ça doit alerter le personnel de santé. Vous avez, les parents vont vous interpeller pour une augmentation de volume des ganglions. On va vous dire, ah, docteur, j'ai remarqué que les ganglions au niveau du cou, derrière la tête, ont augmenté de volume. Il ne faut pas banaliser. Vous leur dites d'amener l'enfant à la consultation. Ça peut être aussi la survenue d'hémorragies inexpliquées. Ça peut être des saignements du nez, des saignements dans la bouche. Il faut chercher la cause. Vous avez parlé du bébé, mais je dirais par exemple chez l'enfant un peu plus grand, nous avons la survenue de douleurs osseuses, généralement au niveau des membres inférieurs. Dans notre contexte, on va l'attribuer à la drépanocytose. Mais ces douleurs osseuses peuvent interpeller parce que ça peut être le point de départ d'un cancer. Et vous avez le cas le plus typique, c'est le parent qui vous appelle pour vous dire « Ah, j'ai constaté une tache blanchâtre dans l'œil de mon enfant. » C'est le début d'un cancer. Il faut consulter, il faut prendre en charge. Et communément, dans ce cas-là aussi, on peut dire, on demande aux parents de faire attention. Lorsque nous prenons des photos des enfants, il y a un reflet rouge qui apparaît dans les yeux des enfants et qu'on appelle l'œil de chat. Il faut consulter parce que c'est prémonitoire d'un cancer de l'œil. Merci. Mais quelles sont les causes du cancer pédiatrique? Est-ce qu'il y a des causes Le cancer chez l'enfant, vous l'avez dit en introduction, il n'est pas évitable, il n'est pas dépistable. Le cancer chez l'enfant est dû, dans 10% des cas, à des facteurs génétiques. Facteurs génétiques, c'est-à-dire la maladie, les gènes, ce sont les gènes qui vont apporter la maladie. Et comme l'a dit Dr Zouré, l'enfant va naître avec son cancer.
En ce moment, on implique une étiologie, une raison génétique. Mais dans notre contexte, on a les infections virales, telles que l'infection au virus de l'immunodéficience acquise, appelée VIH. On a les infections dues au virus de l'Epstein-Barr, qui peuvent occasionner des cancers chez l'enfant. L'exemple aussi qu'on peut donner, c'est le cancer du foie chez l'enfant, qui peut être dû à une infection au virus de l'hépatite B. Donc vous voyez que les raisons, les causes de cancer pédiatrique sont multiples et jusqu'à présent, les recherches sont en cours pour rechercher, pour traquer les facteurs favorisants des cancers pédiatriques. Est-ce qu'il y a des symptômes classiques? Quand on voit un enfant qui a tel signe, on pense immédiatement au cancer. Symptômes classiques, je peux vous donner un exemple, c'est la maman qui constate que le ventre de son enfant est devenu plus gros. Et en faisant la toilette de cet enfant, elle va constater qu'il y a une boule dans le ventre de l'enfant. Bon, nous sommes jeudi. Si elle a constaté la survenue de la boule jeudi, la toilette... Mais avant de constater la boule, on remarque qu'en Afrique, ici, il y a beaucoup d'enfants qui ont de gros ventres. Est-ce que c'est suffisant pour interpeller? Mais justement, les gros ventres passent trop à côté du diagnostic, je dirais. Mais le cas typique que je vous ai donné là, c'est des cas qu'on rencontre fréquemment et on demande aux mamans et aux parents de faire attention. Quand le ventre est gros? Oui, quand le ventre... Vous voyez un enfant qui, brusquement, le ventre a augmenté de volume. Il faut chercher pourquoi. Je dis que tout n'est pas cancer, mais il faut chercher pourquoi. Ok, donc quand le ventre est gros et qu'il y a une boule... Par exemple, cette boule, et la maman va constater que la boule augmente de volume. Il faut consulter. Parce que... Mais la boule peut être placée dans n'importe quelle partie du ventre? Non, la boule est généralement placée... je ne voulais pas utiliser des termes médicaux. Elle est placée sur le côté, je dirais, peut-être Dr Ouattara va m'aider, en localisation rénale. Mais quand la maman fait la toilette de l'enfant, elle sent cette boule-là. Ça passe pas inaperçu. Et cette boule-là augmente de volume de plus en plus. Il faut consulter. Parce que c'est un signe que nous, on reconnaît comme un signe qui est prémonitoire. Bon, ce n'est plus la prémonition, il y a un cancer du rein qui s'est installé. Mais c'est comme vous avez dit, les gros ventres, ça se retrouve aussi dans les lymphomes. Un enfant qui a une augmentation du ventre, il faut penser à un lymphome, mais il faut chercher. C'est pour vous dire que c'est des signes qui interpellent et les parents et le personnel de santé. Hier, 15 février, a été célébrée la journée mondiale de lutte contre le cancer infantile. Une journée de réflexion sur cette maladie qui touche de nombreux enfants à travers le monde. Le cancer pédiatrique est peu connu au Burkina Faso. Pourtant, la pathologie affecte près de 200 à 300 enfants chaque année, selon les spécialistes de la santé. La prise en charge reste le principal défi pour les acteurs de la lutte. Disponibilité des médicaments, manque d'infrastructures adéquates constituent les principales difficultés pour la prise en charge optimale des enfants atteints de cancer au Burkina Faso. Le cancer chez l'enfant, un sujet que vous proposent Bernard Kombelem et Isaka Nana. Le cancer, selon les spécialistes de la santé, est une maladie qui se manifeste par une multiplication anormale et incontrôlée des cellules de l'organisme. C'est une pathologie qui affecte aussi bien les adultes que les enfants. Et chaque année au Burkina Faso, c'est plus de 200 cas de cancer pédiatrique qui sont diagnostiqués chez les tout-petits. En 2022, nous avons enregistré au centre hospitalier universitaire Yalgadou 135 patients, nouveaux patients souffrant de cancer. Mais quand on met toutes nos statistiques ensemble, aussi bien Yalgadou, Charles de Gaulle que Bobo, qui sont les 3 sites de prise en charge, nous tournons autour de 250 nouveaux patients par an.
Au Burkina Faso, l'on rencontre principalement 5 types de cancers. Des pathologies prises en charge ici à Ouagadougou, au centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouedraogo et à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle, selon les types de cancers. En termes de proportion, disons pratiquement un enfant sur 3 souffre de lymphome de Burkitt. C'est un cancer des ganglions et du sang. Donc c'est le tout premier qu'on rencontre. Donc ils sont pris en charge ici à Yalgado. Le deuxième type de cancer qu'il y a, c'est les rétinoblastomes, le cancer de l'œil de l'enfant. Ça, c'est un cancer du tout jeune. C'est habituellement des nourrissons et des jeunes enfants. Donc, c'est le deuxième type de cancer qu'on rencontre, qui se traite également à Yalgado ici. Ensuite viennent les leucémies qui sont prises en charge à Charles de Gaulle, puis les néphroblastomes. Néphroblastomes, c'est des cancers du rein. Donc les leucémies, c'est des cancers du sang. Donc les néphroblastomes et les leucémies sont pris en charge à Charles de Gaulle. Puis en 5e lieu, il y a un autre type de lymphome qui n'est pas le lymphome de Burkitt et qui est beaucoup plus rare que le lymphome de Burkitt, qui se prend en charge ici également, qu'on appelle maladie de Hodgkin. Ça, c'est habituellement de grands enfants et des adolescents. Plusieurs facteurs concourent à l'apparition du cancer chez l'enfant. Pour ce qui est de certains types de cancers, comme les cancers du sang et des ganglions, à l'origine, on incrimine une infection virale. Et ce virus-là entraîne des modifications, des altérations au niveau des chromosomes qui concourent après à l'apparition du cancer. On incrimine également le fait de faire des infections, les paludismes à répétition. Ça concourait également à faire apparaître ce type de cancer, le cancer des ganglions et du sang. Pour ce qui est par exemple du cancer de l'œil chez l'enfant, là il y a une prédisposition génétique. Ça veut dire qu'il y a une anomalie génétique que les parents portent, qu'ils transmettent à l'enfant. Pour ce qui est du cancer du rein, parfois il y a des anomalies génétiques ou des malformations qui prédisposent, qui font que ces enfants-là ont plus de risques de développer un cancer du rein que d'autres. Et il y a certains cas où il y a des cancers familiaux, des cancers familiaux, mais c'est beaucoup plus rare. Les causes du cancer sont donc multifactorielles. Cependant, plusieurs signes peuvent alerter sur la maladie. Faisons attention au cas d'anémie. Vous dites la personne est pâle, en tout cas, vous voyez que sa paume, les plantes des pieds, c'est tout blanc. Donc souvent on dit qu'il manque du sang. Il manque le sang. Beaucoup de gens connaissent ça. Il manque du sang jusqu'à un seuil, quelqu'un est obligé de mettre du sang. Donc c'est un des signes très très importants de ces cas de leucémie aiguë, de cancer du sang. Le deuxième cas, c'est le cancer du rein, ou bien même des reins. Quelquefois, ça peut toucher les deux reins. Alors, quels sont les premiers signes qui doivent alerter? C'est une tumeur, c'est une masse au niveau du rein. Le rein va augmenter de taille, de volume. Conséquent, qu'est-ce qu'on verra? On verra le ventre de l'enfant qui va augmenter de volume. Bon, on n'a pas dit que tous les enfants qui ont un gros ventre, là, on dit ah, c'est un cas de... Non. Le ventre va augmenter de volume, mais quand on touche, on voit que c'est dur. Là, c'est différent. Ou bien, quelquefois, c'est le sang dans les urines. Parce que c'est une tumeur qui est là. C'est le rein qui est malade, donc l'enfant peut se mettre à pisser, à uriner du sang. Donc ça, c'est un élément. Il n'est pas dit aussi que quand l'enfant urine du sang égale cancer. Non. C'est ce qu'on appelle les cancers des ganglions, les lymphomes. Alors, souvent, ça, c'est localisé au niveau des mâchoires maxillaires. Donc, on verra que ça va faire une tuméfaction. Voilà, au niveau des mâchoires, ça va commencer à augmenter de volume. Ou bien, ça peut être des ganglions qui peut être au niveau du ventre. Vous voyez, donc des tuméfactions à ce niveau. Vous voyez, donc, tumeur maxillaire, ou bien ça peut être au niveau abdominal. Alors, autre cancer chez l'enfant, le cancer de l'œil chez l'enfant, qu'on appelle le rétinoblastome. Donc, ce rétinoblastome aussi, ça apparaît très tôt chez l'enfant, chez les tout petits même.
souvent, ça donne ce qu'on appelle une tache blanchâtre au niveau de l'œil. On appelle ça, ressemble à un œil on appelle ça l'œil de chat. Parce que dans l'obscurité, vous allez voir que ça brille. Bon, si c'est d'un côté, vous allez voir qu'il y a une différence, c'est tout blanc et c'est bien visible. Il y a aussi cette tache blanchâtre qu'on appelle dans notre jargon leucocorie. Ce n'est pas toujours égal cancer de l'œil, mais ça peut être cancer de l'œil. Ou bien quelquefois, quand l'enfant aussi louche, comme on dit, il peut loucher à l'intérieur, comme ça peut être latéralement. Donc, consulter l'ophtalmo pour qu'on voit au fond de l'œil ce qui se passe. Le cancer chez l'enfant est souvent diagnostiqué tard, une maladie qui pourtant évolue très rapidement chez les jeunes patients. Ce sont des maladies qui se développent sur quelques semaines à quelques mois. Ce n'est pas comme chez l'adulte où habituellement c'est sur des années avant que le cancer n'apparaisse. Pour l'enfant, c'est très rapide. Disons pratiquement 60% des enfants que nous recevons sont vraiment à des stades très avancés, qui vont parfois au-delà des moyens disponibles pour leur permettre d'être soignés correctement et de guérir. La consultation précoce au niveau de la population, c'est très très important. Il ne faut pas que l'itinéraire thérapeutique soit long. Parce qu'on est en Afrique, les gens passent d'abord par pas mal de circuits. Certains même vont dire que ça, c'est pas maladie de blanc. Oui, il faut aller consulter chez le guérisseur d'abord. Bon, je ne suis pas contre ça. Mais il ne faut pas que ça soit long. Si on voit que ça ne marche pas rapidement, on se replie dans le circuit normal et que l'enfant soit référé pour que le diagnostic soit précoce. La prise en charge est pluridisciplinaire, le traitement s'avère coûteux et s'inscrit surtout dans la durée. Il faut que les pédiatres les reçoivent, qu'on demande un certain nombre d'examens qu'ils vont faire au niveau de la radio. Donc les radiologues interviennent. Il faut faire des bilans sanguins. Donc ça, c'est les biologistes qui s'en occupent. Après, pour certains types de cancers, il faut prélever pour faire une analyse, pour faire la preuve. Parce que tout ce qui est enflé sur le corps n'est pas forcément un cancer. Et tout ce qui est enflé à un organe donné n'est pas forcément le même type. Il y a plusieurs types de cancers. Donc il faut prélever pour aller examiner. Ça, c'est le rôle des anatomopathologistes qui font la preuve que c'est vraiment un cancer. Donc après ça, pour le traitement, il faut faire intervenir les pharmaciens, il faut faire intervenir les infirmiers. Et il y a d'autres corps de métier qui ne sont pas des soignants à proprement parler, mais qui sont très impliqués dans la prise en charge. Il y a des psychologues, parce que ce sont des maladies graves et pour lesquelles la prise en charge est longue. Et c'est tellement lourd qu'il faut une prise en charge psychologique, il faut un appui social. La disponibilité des médicaments et le manque d'infrastructures adéquates constituent également des difficultés majeures pour la prise en charge optimale des enfants atteints de cancer. On puisse quand même mettre l'accent encore sur l'organisation de la prise en charge des cancers de l'enfant, à travers des infrastructures à réaliser et à travers des médicaments anticancéreux, à les rendre disponibles au niveau des pharmacies, au niveau des hôpitaux, pharmacies des hôpitaux. Parce que présentement, on bénéficie de ça à travers GFAOP, mais comme on le dit, quand tu dors sur la natte de quelqu'un, c'est comme si tu dormais à terre. Or, c'est ce qui se passe souvent. Très souvent, on a des ruptures. On a beaucoup de ruptures. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait des interruptions de traitement. Et ça fait que ce n'est pas efficace quelquefois. On fait le plaidoyer aussi si la prise en charge peut rentrer dans la subvention des soins, comme on fait, la gratuité. Et bon, le renforcement des capacités aussi du personnel et les équipements qu'il faut. Quand on arrive à la chirurgie, pour les cancers du rein, pour les prendre en charge, quelquefois la chirurgie dit « Ah bon, il y a tel ou tel équipement qui manque », donc ça fait qu'il y a un retard. Parce que normalement, quand on finit la chimiothérapie, l'enfant doit être opéré immédiatement pour qu'on puisse continuer la chimiothérapie. Quelquefois, il y a un retard. Au-delà de tous ces facteurs, y a-t-il des chances de guérison du cancer chez les enfants? Les spécialistes se veulent on ne peut plus clair. Quand ils sont diagnostiqués tôt, on a vraiment beaucoup de chances de rémission. Quand on prend par exemple le cas des lymphomes de Burkitt, c'est des cancers des ganglions.
et du sang. Dans les pays développés, ils sont à des taux de guérison qui sont autour de 90-95%. Donc vous voyez que c'est quand même très important. Et habituellement, ce sont des rémissions longues, 10 ans, 15 ans. Donc, mais à condition que vraiment le diagnostic soit fait tôt, à des stades précoces, pour une meilleure prise en charge. Voilà. Donc il y a vraiment des chances de guérison. Les femmes enceintes surtout, parce qu'il y a certains tumeurs, quand on dit embryonnaires, là, ça veut dire que c'est depuis le ventre de la maman que les choses se passent. Donc les femmes enceintes, surtout en début de grossesse, il faut en tout cas, lors des consultations prénatales, écouter les conseils, éviter en tout cas la consommation de certaines substances. Et puis les irradiations aussi, moi j'ai dit, faites attention à ces connexions, à ces téléphonies mobiles qui peuvent aussi en tout cas être des facteurs d'irradiation sur l'embryon qui est en train de se mettre en place. Et ça peut aller au-delà même du problème du cancer, ça peut être des malformations qui peuvent s'installer sur ces embryons. Des produits chimiques, des pesticides. Quand on voit dans les champs, les gens sont habillés en cosmonautes en train d'arroser les feuilles, les plantes avec ces pesticides qui seront consommés. Tout ça, ça peut agir sur l'organisme et entraîner en tout cas des destructions, des désorientations qui font que les cellules vont se mettre à se multiplier de façon anarchique. Donc ces pesticides, on le rappelle encore, il est souhaitable que ça soit contrôlé. Le cancer infantile reste peu connu selon les spécialistes de la santé. Sa lutte nécessite l'implication de tous les acteurs à tous les niveaux. Une maladie silencieuse qui touche de nombreux enfants au Burkina Faso. Diagnostiqué tôt, il est tout à fait possible d'en guérir. Docteur Zouré, est-ce que nous disposons des statistiques sur le cancer infantile? Oui, nous avons quelques chiffres sur le cancer. Je vais vous donner un peu les tendances depuis 2005. En 2005, on avait 12 cas de cancer pédiatrique qui avaient été diagnostiqués et pris en charge au niveau du CHU Yalgado-Ouédraogo. En 2010, donc 5 ans plus tard, on était à 69 cas. En 2015, 5 ans plus tard, on est à 153 cas. En 2020, on est à 282 cas. En sachant que les 282 cas, c'est Yalgado, Charles de Gaulle et Sanoussouro. Ça, c'est les données de ces 3 hôpitaux, donc les données de patients qui ont été diagnostiqués et pris en charge. Maintenant, il y a des cas de cancer qu'on détecte ailleurs que dans ces 3 hôpitaux. C'est pour dire dans les CHR et dans les CMA, on peut aussi retrouver des cas de cancer. Et en 2019, je prends comme exemple l'année 2019, on a répertorié en tout 416 cas de cancer qui ont été et en tout cas répertoriés, déclarés. Oui, pris en charge plus ou moins. Ceux qui sont réellement pris en charge, c'est ceux qui se retrouvent dans les 3 hôpitaux, Yalgado, Charles de Gaulle et Souro-Sanou. Mais il faut dire que d'une manière générale, on estime qu'un enfant sur 440 va développer un cancer, un enfant de moins de 15 ans. Sachant qu'au Burkina, la population des enfants de moins de 15 ans tourne autour de 9 millions. On se retrouve à près de 21 000 cas attendus. Voilà. Donc vous voyez la différence entre les cas attendus et les cas qui sont effectivement retrouvés au niveau du système de santé. Vous voyez qu'il y a un écart voilà, très énorme. Mais qu'est-ce qui explique l'augmentation du cancer pédiatrique, Dr Kabouré? Qu'est-ce qui explique cela? Je dirais qu'il n'y a pas d'augmentation du cancer pédiatrique. Il y a plutôt le diagnostic qui est fait. Le diagnostic est fait, on y fait de plus en plus attention. Les agents de santé sont interpellés sur ces signes que je vous ai, que j'ai évoqués précédemment. Donc, de plus en plus, les agents de santé nous interpellent. Par exemple, vous avez de plus en plus de patients qu'on vous envoie soit en consultation, soit en hospitalisation pour transfusion répétée. C'est ce qui a été dit dans le reportage. Donc, un enfant qui a été transfusé 1 fois, 2 fois, l'agent de santé, ça l'interpelle, il le réfère
à un centre de prise en charge spécialisé. Il y a les enfants, on constate que c'est un enfant qui est tout le temps malade. J'ai parlé des infections, qui perd régulièrement du poids, qui ne se développe pas bien. Il est référé à un centre de prise en charge spécialisé parce qu'au vu de certains signes, l'agent de santé va demander un avis spécialisé. Vous avez le lymphome de Burkitt qui est généralement découvert avec cette boule au niveau de la mâchoire qui a augmenté de volume avec cette grosse masse. On l'envoie dans le centre de prise en charge parce qu'on pense, des fois même sur la fiche de référence, ils écrivent « suspicion de lymphome de Burkitt ». Ça veut dire qu'ils y pensent. Et ça, c'est bien. Les masses abdominales, dont on a parlé tout à l'heure, on en reçoit de plus en plus. Donc, à notre avis, il n'y a pas d'augmentation des cas. C'est le matériel de dépistage ou alors de suspicion? Non, c'est la capacité de dépistage, de diagnostic qui est là, et avec ces trois sites de prise en charge. Okay. Et comment vous faites le dépistage dans ce cas? Bon, c'est pas. Est-ce que c'est un dépistage? C'est un enfant qui vient pour, par exemple, s'il vient pour référé pour polytransfusion, pour plusieurs transfusions. On fait des examens, on demande un certain nombre d'examens, des examens de sang, qui vont nous permettre de voir l'évolution de sa formule sanguine. Et cela va nous orienter vers un probable cancer. C'est un certain nombre d'examens qui est demandé. Et malheureusement, ces examens-là sont payants et sont assez chers, assez coûteux pour les familles. Donc, pour poser le diagnostic, c'est un parcours du combattant parce que le coût des examens, des fois, retarde En moyenne, ça peut valoir combien, la fourchette? Le myélogramme, dans les hôpitaux, le myélogramme faisait 10 000 et les rendez-vous sont sur des listes très longues. En privé, je ne me rappelle plus du prix, mais c'est plus cher. Oui. Il y a pour l'examen l'examen le plus simple du sang, c'est l'hémogramme. Lui, il est assez accessible dans les hôpitaux. Et si l'enfant a moins de 5 ans, il est dans le paquet de gratuité. Voilà. Mais au-delà de l'hémogramme, il y a d'autres examens que nous demandons. On a parlé des ganglions. Il faut aller prélever le ganglion, l'envoyer à l'anapathe qui va nous dire qu'est-ce qu'il a vu et c'est payant. Voilà. Donc, nous allons demander à Dr Ouattara de nous décrire comment se fait le diagnostic des cancers de façon générale et les cancers pédiatriques en particulier. Merci bien, Madame Dao. Donc, le diagnostic des cancers, il est, je dirais, pluridisciplinaire. Après avoir suivi les reportages tout à l'heure et l'intervention des collègues sur les plateaux, donc, vous voyez, les pathologies se trouvent au bout d'une chaîne. Donc, le travail se fait de façon collégiale. Ils partent sur la base de suspicions, à partir des signes et des symptômes. Ils vont demander des examens complémentaires, à savoir l'imagerie ou bien la biologie, qui vont les orienter au mieux vers une piste assez précise. Et c'est en ce moment que le pathologiste intervient, soit pour prélever directement, comme les masses qu'on vient de vous décrire au niveau des mâchoires, au niveau de l'abdomen. Nous allons faire ce qu'on appelle simplement une cytoponction. Les pédiatres le font aussi et puis ils transmettent les lames au laboratoire. Donc on va les étaler, les laisser sécher et puis les colorer avec des colorations particulières. Les MGG, c'est pour ce qui est pour le lymphome de Burkitt. Donc il y a également ces masses profondes qui ne sont pas accessibles à une biopsie, qui ne sont accessibles qu'à une intervention chirurgicale. Donc le cas du rein par exemple, ils vont l'opérer et puis adresser le prélèvement en anatomie pathologique
Donc on va essayer de l'analyser par travers nos méthodes qui sont connues et fournir un compte-rendu donc qui est diagnostic. Donc c'est sur cela, ils vont se baser sur la base de ce compte-rendu qu'ils vont engager un traitement. Donc pour me résumer, le diagnostic, il paraît assez simple, mais c'est plusieurs acteurs qui vont concourir au diagnostic, dont l'anatomopathologie qui est attendue au bout de la chaîne. Docteur Zouré, la problématique de la prise en charge du cancer chez l'enfant, c'est un parcours de combattant, c'est onéreux, c'est vraiment pas simple. Bon, disons que oui, il y a de grands défis en matière de prise en charge des cancers de l'enfant. Et je dirais que, bon, les défis, disons, ils sont de plusieurs ordres. Le premier défi, c'est déjà l'information. Que les gens sachent qu'un enfant peut faire un cancer, que les gens sachent que tel signe ou telle répétition de tel signe doivent faire penser que ça peut être un cancer et qu'il faut aller donc à la quête de soins au bon endroit. Et là, ça veut dire que ça s'adresse autant aux parents, autant à la communauté, autant, je dirais, aux praticiens de la médecine traditionnelle parce qu'ils vont recevoir ces enfants. Il faut qu'eux-mêmes ils sachent que ça peut être un cancer et selon ses capacités de traitement, il peut faire passer, au lieu de garder l'enfant, il peut le faire évoluer dans le système de santé pour qu'il puisse avoir accès à la prise en charge qui est la bonne. Il y a l'accès aux soins. C'est pour dire même un enfant chez qui on a pensé que ça peut être un cancer, comme on a dit, c'est un parcours de combattant. Le temps d'arriver à l'hôpital, la structure, je vous ai dit, il n'y a que 3 sites au Burkina qui offrent. Donc imaginez qu'on ne soit pas... Voilà. Donc c'est Ouaga et Bobo. Donc quand on n'est pas résident de Ouaga et Bobo, vous voyez ce que ça représente. Et on sait que c'est des traitements longs. On ne vient pas à Ouaga pour 1 semaine, pour 1 mois. On vient pour plusieurs mois. Donc imaginez ce que ça représente comme changement dans la famille, ce que ça aura comme impact. Donc il faut déjà faciliter l'accès aux soins. Donc il faudrait donc qu'au-delà de ces 3 sites-là, il puisse y avoir d'autres sites qui puissent offrir au moins un minimum de paquets et puis on fait passer les enfants selon les cas à un niveau plus élevé. Donc il faut la ressource humaine, il faut que les infirmiers, il faut que les médecins généralistes, il faut que tout le monde sur la chaîne puisse offrir quelque chose et référer les cas pour les besoins. Il y a la question de l'accès aux médicaments. Ça, c'est un gros défi. Voilà, c'est un gros défi. Comme on a dit, on dort sur la natte des ONG. Voilà, donc il faut travailler, nous aussi, à avoir nos traitements. Il y a la question, un élément dont on ne parle pas beaucoup, c'est le soutien psychologique. Parce qu'on voit ce que ça représente. Pour l'enfant, c'est de la souffrance. Pour la famille, c'est la souffrance. Il faut dire aussi que même pour l'équipe soignante, parce que imaginez de voir des enfants qui souffrent, être au quotidien. Surtout quand il y a rupture. Voilà, c'est-à-dire que quotidiennement, ils sont confrontés à des situations de souffrance, d'enfants qui souffrent, d'enfants qui ne peuvent pas toujours aider. Donc, vous voyez ce que ça représente comme poids psychologique. C'est pour dire qu'il y a tout un groupe, toute une bonne partie de la chaîne de prise en charge qui doit être aussi accompagnée sur le plan psychologique. Maintenant, il y a la question de la couverture sanitaire universelle. Donc, il faut faire en sorte que le traitement soit, disons que ça ne ruine pas la famille. Un cas de cancer chez un enfant ne soit pas objet de dépenses exorbitantes pour une famille pour pouvoir offrir les soins. Donc voici en gros les gros défis de la prise en charge. Ils sont énormes. Oui, il y en a beaucoup. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tiendre-Bego. Monsieur Athanas Tiendre-Bego nous a appelé de Ouagadougou. Lui, il se demande quelles sont les précautions que les parents peuvent prendre pour protéger leurs enfants des cancers pédiatriques. Madame
Mademoiselle plutôt Hilda Ouedraogo est à Ouagadougou, elle est en classe de 6e et en suivant l'émission, il y a certains termes qu'elle ne comprend pas et elle se demande si vous pouviez être un peu plus regardant dans l'utilisation des termes. Elle parle de épisode infectieux, qu'est-ce que ça veut dire? Madame Myriam Ouedraogo suit l'émission à Bobo Dioulasso. Elle dit que les chiffres qu'elle a entendus lui font froid au dos. Sa question, ce n'est qu'une partie de l'iceberg, si on peut dire ainsi. Est-ce qu'il ne faut pas lier ce qu'elle considère comme une augmentation fulgurante du nombre de cancers à l'utilisation des pesticides et autres engrais non homologués qui ont envahi notre pays depuis quelques années? Monsieur Sayouba Sawadougou est à Ouaouguia. En suivant l'émission, il a été heureux de savoir que la prise en charge des cancers pédiatriques est possible au Burkina. Sa question, combien cela peut coûter du diagnostic à la guérison ou non de l'enfant? Et combien ça peut coûter la prise en charge? Est-ce que cette prise en charge-là au niveau du Burkina Faso inclut les greffes de la moelle comme on en entend parler en Europe? Madame Zena Bozungrana est à Ouagadougou. En suivant le reportage, elle aussi est inquiète en attendant qu'il y a des ruptures de médicaments, des manques de matériel qui font quelquefois qu'on ne peut pas effectuer certaines interventions. Et sa question, quelle est la politique du Burkina Faso en la matière? Est-ce que c'est vraiment une priorité pour le pays en ce moment quand on voit ce qui est arrivé à l'unité de traitement des cancers des adultes? De 12 en 2005, 282 en 2020, c'est grave cette augmentation. C'est du moins le sentiment de Fousseyni Zongo. Sa question, c'est comment permettre les diagnostics sur tout le pays pour avoir une idée exacte du nombre de cas de cancer pédiatrique qu'il y a au Burkina Faso. Il a également demandé, il a entendu parler des taux de guérison en Europe, mais ici, quel est le taux réel de guérison de ces cancers-là quand on les détecte tôt et qu'on les prend en charge? Madame Mungu nous a appelé de Bitou. Elle veut savoir si les adémites peuvent évoluer vers un cancer. Elle pose la question parce que son enfant en souffre et est sous traitement en ce moment. Faut-il s'inquiéter pour la suite? Madame Jamila Sorgo, à Ouagadougou, se demande comment vous accompagnez les parents des enfants souffrant de cancer sur le plan psychologique. C'est tout pour les questions des téléspectateurs. Question des téléspectateurs, retour donc sur ce plateau avec nos invités. Monsieur Atanas Tiendrebego, il se demande quelles précautions les parents peuvent prendre pour éviter les cancers pédiatriques à leurs enfants. C'est vrai que le docteur Zoura avait expliqué un peu, mais bon. Docteur Kavoré? Les précautions, c'est de faire attention aux signes. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'un enfant qui est malade, il faut aller consulter. Ça, c'est là, éviter. Comment éviter? Non, on vous a dit que le cancer n'est pas évitable. D'accord, donc c'est ça la réponse. Le cancer n'est pas évitable. Et il faut, un enfant malade, il faut consulter dans le centre de santé le plus proche de votre domicile. Okay. Voilà. Okay. Le cancer de l'enfant n'est pas évitable, mais il y a des cancers de l'adulte qui sont évitables, notamment le cancer du col. Il y a des cancers qu'on peut dépister aussi chez l'adulte, mais le cas particulier de l'enfant, c'est qu'on ne peut pas dépister, on ne peut pas prévenir. En général, donc la solution, c'est de diagnostiquer précocement. Et à la question de mademoiselle Hilda Ouedraogo, elle est en classe de 6e. Elle trouve qu'il y a trop de termes techniques. Elle veut comprendre ce que c'est qu'un épisode infectieux. C'est un terme que le docteur Kaboura a utilisé. Donc, essayez d'expliquer en français facile.
Oui, je m'excuse tout d'abord parce que j'ai cru que j'avais fait l'effort de m'exprimer en français facile. Bon, épisode infectieux, j'avais parlé des infections. C'est tout simplement des infections. Des moments d'infection. Des moments d'infection. C'est tout simplement cela. Voilà. Madame Myriam Ouedraogo nous appelle depuis Bobo. Elle dit que les chiffres qu'elle a entendus lui font froid au dos. Sa question est: est-ce qu'il ne faut pas lier ce qu'elle pense être une augmentation du nombre de cancers à l'utilisation des pesticides et autres engrais non homologués qui ont envahi notre pays? Docteur? Ok. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a pas une augmentation des cas, comme on l'a dit. Il y a plutôt une augmentation de la demande de soins. Donc, une augmentation du nombre de cas diagnostiqués, mais ce n'est pas une augmentation des cas. On retrouve plus de cas qu'avant. Ça, c'est le premier élément. On a plus les moyens aujourd'hui de diagnostiquer. De diagnostiquer la maladie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, peut-être qu'elle n'a pas tort, on peut dire qu'il y a une augmentation, mais la difficulté, c'est qu'on n'a même pas la mesure de la situation. Voilà, au fil du temps. On n'a que les chiffres de ceux qui sont venus à l'hôpital, mais on n'a pas les chiffres dans la population générale. C'est la partie visible de l'iceberg. Voilà. Donc le travail doit être d'avoir une situation réelle des cancers pédiatriques dans la communauté. Et pour ça, c'est l'information. Voilà, et amener les gens à dire, à déclarer, à consulter. Docteur Ouattara, il y a la question de M. Sayou Assawadogo, il a été heureux de savoir que la prise en charge des cancers pédiatriques est possible au Burkina, mais sa question c'est combien cela peut coûter, une prise en charge. Est-ce que cela inclut également les greffes de moelle comme on le voit en Europe? C'est une question assez difficile en rapport avec la politique de santé. Peut-être que Dr Zouri reviendra sur les petits détails. Tantôt, quand on a suivi le reportage, ils ont parlé du GFAOP, le groupe franco-africain pour l'oncologie pédiatrique, qui accompagne un peu les services de pédiatrie pour la prise en charge des cancers de l'enfant. Donc, quand vous avez la chance de tomber malade, entre griffes, je m'excuse de l'expression, à un moment où les services ont été dotés en médicaments, donc plus ou moins, le coût va baisser. Mais s'il n'y a pas de médicaments, aussi bien vous allez prendre en charge les frais des examens complémentaires avant d'arriver à un diagnostic et maintenant faire face aux médicaments. Donc, comme tu l'as évoqué, il n'y a pas encore l'assurance maladie universelle n'a pas encore. Mais moi, je pense que la question de M. Sawadogo, même s'il y a une prise en charge, même s'il y a quelqu'un qui paye, en temps normal, ça peut coûter combien? Je pense que c'est ça aussi la question, pour avoir une idée du coût. Docteur Favoré. On a essayé d'évaluer le coût de prise en charge. Par exemple, pour la leucémie, les leucémies aiguës, on a estimé le coût de prise en charge à plusieurs millions. On va vers les 10 à 12 millions. Et le coût du cancer du rein, le néphroblastome, on avait fait une étude en 2015 qui avait estimé le coût du néphroblastome sans métastase, c'est-à-dire sans lésions secondaires localisées au rein, à 1 265 000 en 2015. Donc c'est pour vous dire que cette prise en charge-là est coûteuse. Et c'est des prises en charge sans radiothérapie, parce qu'on n'a pas encore fait de radiothérapie chez nos patients. Et nous ne faisons pas la greffe de moelle actuellement au Burkina. Madame Zainabou Zoungrana, elle est à Ouagadougou. Elle est inquiète en entendant qu'il y a des ruptures de médicaments, de manque de matériel. Quelle est la politique du Burkina Faso à la matière? Est-ce une priorité pour le pays quand on voit que ce qui est arrivé à l'unité de traitement des cancers des adultes? Docteur Zouri. C'est vrai que la question elle est pertinente. Bon, comme je dirais quand un PSL est survenu, on a dit que tout était urgent au Burkina et que dans les urgences, il fallait, disons, s'atteler, voilà, il fallait prioriser.
C'est pour dire qu'en la matière aussi, en matière de santé aussi, il faut dire qu'il y a énormément de défis. Ici, on ne parle que des cancers de l'enfant. Demain, si on vient parler de drépanocytose, on dira autre chose. Après, si on vient parler du diabète, on dira... Moi, je pense qu'il faut bien commencer par... Mais on ne peut pas régler... On ne peut pas gérer les problèmes par spécificité. Le système de santé se développe dans un ensemble pour répondre à la majorité des besoins. C'est d'abord ça la priorité, faire en sorte que le plus grand nombre ait accès aux meilleurs soins possibles. Maintenant, pour les particularités, ça dépendra des opportunités qui seront offertes. Il peut y avoir une opportunité, un partenaire qui s'annonce et qui nous offre une quantité d'argent pour des anticancéreux. On ne peut pas évoluer de partenaires, de financement par des partenaires. Par exemple, il y a des partenaires qui nous accompagnent par rapport à la prise en charge du cancer pédiatrique. Quand les dons à médicaments, il y a une rupture, il faut qu'on attende encore. Qu'est-ce qui est prévu? On ne peut pas attendre encore que le partenaire nous envoie des médicaments pour continuer. C'est justement ce que je suis en train de vous dire. Dans la politique sanitaire, on se table sur le plus grand nombre. Qu'est-ce qui est le plus fréquent? Qu'est-ce qui est le plus facile à traiter? On va d'abord dans cette logique. Qu'est-ce qu'on peut éviter? On va dans cette logique d'abord. Donc c'est la masse qu'on regarde. Et ensuite, selon les possibilités, on va s'atteler à des domaines particuliers. Ça ne veut pas dire que le cancer de l'enfant n'est pas une priorité. Mais quand on va aller dans les priorités, on fait beaucoup pour le cancer de l'enfant. Puisque je peux vous dire, entre autres, le nombre de sites de prise en charge a augmenté. Il y a quelques années, on n'avait qu'un. Maintenant, on en a 3. Les possibilités de diagnostic sont augmentées. Il y a des unités d'anatomopathologie dans plusieurs CHR. Donc ça, déjà, il y a une évolution. Peut-être qu'on ne voit pas, mais la situation évolue. L'accès la gratuité aussi facilite beaucoup de choses en termes de soins. Pour les enfants atteints de cancer, on ne va pas dire une politique spécifiquement cancer pédiatrique. On peut le faire, mais la plus grande, ce qui est les plus porteurs, c'est de faire une politique qui va embrasser, pas que le cancer, mais qui va embrasser plusieurs domaines. Et maintenant, après, on part au plus urgent. On a fait l'unité de radiothérapie, c'est vrai. Elle était aussi censée répondre à un besoin de radiothérapie pour les enfants atteints de cancer. On n'a pas créé le centre pour les adultes, je précise, ce n'est pas pour les adultes, c'est pour tous les cancers au Burkina. Donc la politique, elle n'est pas... Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais voilà, quand on veut aller sur des détails, on va dire que ce n'est pas suffisant, mais dans l'ensemble, on progresse, on évolue. On évolue franchement, on évolue. Bon, on évolue à notre rythme, c'est comme ça. On ne peut pas aller à 100 à l'heure, c'est pas possible. 12 cas en 2005, 282 cas en 2020. Donc, c'est une augmentation fulgurante. C'est le sentiment, en tout cas, de M. Foussé Zongo. Comment permettre les diagnostics sur tout le territoire? Parce que si on ne peut diagnostiquer que dans les 2 villes, sur les 3 sites, comment amener le diagnostic vers les populations? C'est ce que je disais. Déjà, l'anatomopathologie, elle est présente dans plusieurs CHR. Ce n'est pas seulement Ouagaïbougou, il y en a à Ouaïbou, il y en a à Fada, il y en a à Tenkodro, je pense. Il y a des anatomopathologistes. Donc déjà, les sites où on peut dire ça, c'est tel type de cancer, il y en a déjà plusieurs. C'est pour dire que ce n'est pas non plus des technologies qu'on peut développer partout. Voilà. On ne peut pas dire que tous les CMA doivent avoir une unité d'anatomopathologie. Ce n'est pas pertinent. Donc on regroupe et on fait des poules pour permettre en tout cas que le diagnostic soit possible. Ça, c'est le premier élément. Mais là, l'autre chose qui est faite aussi, c'est même d'informer les agents de santé. Depuis donc le niveau CSPS, parce que c'est là-bas qu'il y a le premier contact, qu'au niveau CSPS, devant des signes qui se répètent, l'infirmier pense ça, c'est peut-être un cancer et qu'il fasse évoluer l'idée. Parce que ce n'est pas évident. On peut, comme vous avez vu, les signes c'est divers. Hein. Voilà, c'est polymorphe. Il y a plusieurs signes. Si on dit douleur, un enfant qui présente des douleurs osseuses, bon, on va dire qu'à moitié.
Ça sera la première hypothèse. Et si par malheur, il se trouve qu'il a effectivement la drépanocytose, vous voyez qu'on va raccourcir son circuit, on va le cantonner dans ça. Donc, il faut ouvrir l'esprit, le champ des diagnostics là, au niveau du personnel de santé pour que ceux-ci là puissent y penser et faire passer les patients au niveau supérieur. D'accord. Donc, il y a la question de Madame Mongou de Bitou. Elle veut savoir si les adémites peuvent évoluer vers un cancer. Elle pose la question parce que son enfant en souffre et est sous traitement en ce moment. Faut-il être alarmiste? Docteur Kawori. L'adénite, c'est l'infection du ganglion. Donc, c'est le ganglion de ce petit ou de cette petite-là qui fait une infection. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est sous traitement. Donc, elle est prise en charge par un personnel de santé et on va suivre l'évolution. Je ne dirais plus épisode infectieux parce qu'on m'a fait la remarque. C'est une infection qui répond favorablement au traitement. Il n'y aura pas de problème. Et à mon avis, il n'y aura pas de problème si elle répond favorablement au traitement. D'accord. La question de l'accompagnement des parents est revenue. C'est la question de la préoccupation de Madame Djamila Sorgo. Qu'est-ce que le ministère a prévu? Il y a des psychologues qui sont là. Est-ce qu'ils sont mis à la disposition des parents des malades souffrant de cancer pour leur permettre de tenir? Oui, en tout cas, la question tombe à pic parce qu'effectivement, au niveau du ministère de la Santé, nous sommes dans la dynamique de développer un dispositif pour l'accompagnement psychologique dans le cas du cancer pédiatrique. Et cet accompagnement doit s'adresser à l'enfant lui-même, à sa famille, au personnel soignant. Donc l'enfant pendant la maladie et l'enfant après la maladie. Voilà, parce qu'ayant souffert, c'est sûr que ça aura un impact au niveau psychologique, il faut le suivre après. Donc actuellement, nous sommes dans le processus de développer des outils qui seront adressés donc pas seulement aux psychologues. Il y a des psychologues, mais il n'y en a pas assez. On outille aussi donc tout le personnel des unités d'oncologie pédiatrique. On est dans la dynamique, hein. On est en train d'élaborer les documents, on est en train d'élaborer les modules pour former les équipes des unités d'oncologie pédiatrique pour l'accompagnement psychologique des parents de l'enfant et même pour le soutien psychologique de l'équipe elle-même de prise en charge. Voilà. Donc nous sommes dans la dynamique. Il y a la préoccupation de Mme Louise Bingbouré, elle est à Dédougou. Elle veut savoir comment une femme enceinte peut savoir que son futur bébé a un cancer. Y a-t-il des précautions à prendre au niveau des femmes enceintes pour protéger leur enfant? Docteur Kawori. Bon, comment une femme enceinte peut savoir que son futur bébé a le cancer? Là, la question est difficile parce que le diagnostic fœtal est quand même difficile. Il est très difficile et c'est le conseil que j'aurais à lui donner, c'est que devant toute grossesse, il faut faire les consultations prénatales et ne pas en sauter et se faire suivre régulièrement et faire tous les examens. Oui, mais le quotidien, comment faire pour se protéger? C'est vrai que le professeur y a eu à parler des radiations. Oui, le quotidien se protéger. Nous savons qu'une femme enceinte doit quand même prendre certaines précautions. Elle doit bien s'alimenter, elle doit bien se nourrir et faire ses consultations prénatales. Et à la moindre alerte, consulter. Les saignements, la diminution des mouvements fœtaux, il faut consulter. Madame Sorgo, vous voulez dire quelque chose, docteur? Okay. Madame Sorgo Awaga demande combien de cas guérissent en suivant le traitement. Combien de cas de cancer arrivent à guérir en suivant le traitement? Je vais parler du lymphome de Burkitt. On a 60% de survie globale dans l'unité de Yalgado pour le lymphome de Burkitt. Ce qui veut dire que pour 100 patients atteints de lymphome de Burkitt, on aura 60 qui vont être vivants au bout de 2 ans, c'est-à-dire qu'ils seront guéris. Mais ici, dans notre contexte, on parle de rémission ou de guérison?
C'est les rémissions. En fait, c'est des rémissions, ce n'est pas des guérisons, autant pour moi. C'est des rémissions. Et nous, on parle de survie. Voilà. Et la survie, c'est les patients qu'on a suivis au bout de 2 ans, 24 mois après la rémission, et ça fait 60% de survie globale. D'accord. Ça, c'est lymphome de Burkitt. Le lymphome de Burkitt. Pour les autres, la leucémie, le néphroblastome, des études sont en cours et on espère avoir de bons chiffres. On espère. Monsieur Bachirou Tanagda et Aten Kodogo lui demande en quelques mots qu'est-ce qui doit alerter les parents. Qu'est-ce qui doit alerter les parents? Docteur Docteur Kabouri. On dit que la répétition est pédagogique. Qu'est-ce qui doit alerter les parents? Vous avez un enfant, on va commencer par l'œil, qui a une tache dans l'œil. Cette fameuse tache blanche, il faut consulter. Vous avez un enfant qui saigne du nez. Quelque chose d'anormal. C'est anormal, il faut consulter. Il saigne de la bouche, il se brosse les dents, il saigne. Il faut consulter. C'est comme on a dit dans le reportage, tout n'est pas cancer. Mais en consultant, on sera fixé sur l'origine des symptômes. On a toujours ce ventre-là, qui est gros. L'enfant n'avait pas un gros ventre. Vous constatez qu'il a un gros ventre, il est fatigué, il faut consulter. L'enfant plus grand, Dr Zouré a parlé de la drépanocytose. Effectivement, dans notre contexte, quand un enfant a mal aux os, automatiquement, on dit colotis, on dit Kanwetse. Alors que c'est un signe d'appel pour les leucémies. Il faut consulter. Et j'ai toujours dit cette phrase, un enfant qui est malade, qui ne se sent pas bien, allez dans le centre de santé le plus proche. Parce que quand le diagnostic est fait tôt et que le traitement est associé, on obtient de bons résultats. Mais quand le diagnostic, l'enfant nous vient dans un stade avancé, très fatigué, très malnutri, le traitement en ce moment ne nous donne pas de bons résultats. Et comme a dit Dr Zouré, les équipes en ce moment ne sont pas... c'est difficile pour les équipes. C'est vraiment difficile pour les équipes quand ces enfants arrivent à ce stade-là. La dernière question des téléspectateurs, M. Diarra et Abobo, sa question, est-ce qu'il y a une différence entre les villes et les campagnes en termes de nombre de cas de cancer pédiatrique? Dr Zouré. Bon, je peux difficilement répondre à cette question parce qu'on donne des statistiques d'ordre général, on dit 1 sur 440. Pour pouvoir dire clairement en ville ou en milieu rural, il y a plus ou il y a moins, il faudrait faire des études plus approfondies, ce qui n'est pas non plus très très facile à réaliser à l'échelle d'un pays, mais c'est pas impossible. Donc en fait, il faut faire la recherche. Il faut faire de la recherche pour pouvoir confirmer toutes ces suppositions-là, toutes ces hypothèses-là. Docteur Kabouri, de tous les cancers pédiatriques qu'on vient de citer, quels sont les cancers les plus difficiles à soigner? Les cancers les plus difficiles à prendre Pour moi, en tous les charge. cancers sont difficiles à soigner. Dans notre expérience, dans notre contexte, tous les cancers sont difficiles à soigner. Quand le diagnostic de cancer est fait, nous savons que nous avons une lourde tâche. Mais en termes de pratique en oncologie, en cancer, on peut dire que le néphroblastome, le cancer du rein, nous donne de meilleurs résultats quand il est localisé et que le traitement est fait dans les temps, dans les délais. Le taux de survie, taux de survie dépend du temps de diagnostic, de l'état d'avancement de la maladie. Oui, beaucoup. Si la maladie est diagnostiquée tôt et que la maladie est localisée sans les métastases que Dr Ouattara a évoquées, le traitement fait, on a de meilleurs résultats. Mais si la maladie est diagnostiquée tard, avec des localisations secondaires
de ce cancer, là, le traitement est encore plus difficile et les résultats sont moins évidents. Docteur Zouré, quelles sont les stratégies de lutte contre le cancer chez l'enfant au Burkina Faso? Stratégie de lutte. Nous n'allons pas continuer toujours avec des partenaires, des ruptures de médicaments. Il faut une stratégie pour... Disons qu'au Burkina, ce n'est pas les stratégies qui manquent. On écrit très bien de bonnes stratégies qui sont très cohérentes, qui répondent à tous les besoins. La difficulté, c'est de matérialiser tout ce qui est, c'est les moyens. C'est les moyens. Donc, bon, c'est le défi, trouver de l'argent pour exécuter ce qu'on sait qu'on doit faire pour régler un problème. Ça, c'est le gros défi. Bon. Maintenant, quelles sont les stratégies? Il y a les stratégies, on a plusieurs rubriques dont il faut tenir compte. Donc, une des premières rubriques, c'est l'information. Donc, une des stratégies, c'est d'informer. Et Santé Mag nous donne l'occasion d'informer, d'attirer l'attention donc de la population sur la problématique du cancer de l'enfant. Il faut que les gens sachent qu'il y a la maladie, il faut que les gens sachent qu'on peut prendre en charge, il faut que les gens sachent où ils peuvent aller être pris en charge. Donc, il faut informer. Il faut développer le plateau technique pour répondre aux besoins de la maladie. Donc, il faut des unités d'anatomopathologie pour pouvoir poser le diagnostic. Il faut des services d'oncologie pédiatrique. Il faut du personnel qui est formé. Parce que pour faire la prise en charge du cancer, c'est des équipes pluridisciplinaires. Ce n'est pas un médecin oncologue qui fait tout. Voilà, il y a plusieurs sous-spécialités dans la gestion des cancers qu'il faut développer. Cancer adulte ou cancer enfant, il y a plusieurs sous-spécialités. Même pour la chimiothérapie, ce n'est pas donné à n'importe qui de préparer la poche qui doit contenir donc l'anticancéreux qui sera perfusé. C'est toute une technique. Donc il faut travailler à avoir des équipes bien formées, pluridisciplinaires pour la prise en charge du cancer, y compris le volet et psychologique. Il faut aussi développer le côté de soins palliatifs. Parce qu'il y a des situations où on sait qu'on ne peut plus offrir un traitement. Donc il faut accompagner le patient, accompagner la famille. Et souvent, ça doit être porté, normalement, ça doit être porté par la communauté. Ce n'est pas le système de santé qui gère les soins palliatifs en temps normal, c'est la communauté qui s'organise pour accompagner et la famille, accompagner l'enfant dans ses derniers moments de vie. Il faut développer la recherche. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. On dit ça peut être, c'est des hypothèses, c'est des facteurs de risque, c'est telle chose qui peut être incriminée. Il faut développer la recherche pour avoir la vraie situation. Voilà, pour savoir quels sont les traitements qui marchent chez nous. Parce que nous, on applique systématiquement des protocoles qui nous sont proposés. Voilà, qui ne sont pas forcément adaptés à notre contexte. Voilà, il faut que nous, on puisse reconnaître ce qui marche chez nous. Voilà. Et puis, comme j'ai dit, le nerf de la guerre dans tout ça, il faut trouver les ressources pour exécuter tout ce qu'on sait qu'on doit faire. Ok, donc ce sont des propos qui vont servir de conclusion à cette émission. Merci d'être passé sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Santé Mag, c'est fini pour ce soir. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres numéros. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout des enfants. Bonsoir. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG. L'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.
des assurances,